fraternité, continuité donc, et souveraineté. Nous allons en parler tout à l'heure. C'est une philosophie commune entre Rabat et Dakar, et notamment après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Abdou Diop, vous revenez à peine de Dakar. D'ailleurs, je vous réitère mes remerciements parce que j'imagine que vous avez très peu dormi. Alors, parlez-nous de la participation marocaine au forum Invest in Sénégal, mais avant, d'abord, parlez-nous de Invest in Sénégal. Qu'est-ce que c'est? Que représente cette plateforme pour l'investissement au Sénégal et de manière beaucoup plus générale de la fluidification, finalement, de l'investissement intercontinental dans le continent africain? En fait, le forum Invest in Sénégal est un événement qui regorge beaucoup de symbolique cette année, parce que d'abord, c'est un des premiers grands événements de sortie internationale des nouvelles autorités sénégalaises depuis le lancement du nouveau plan de référence qui est Sénégal 2050. Donc il était important de porter sur ces fonds baptismaux et vis-à-vis de la communauté d'affaires internationales tous les projets que la nouvelle équipe en place compte mener durant les prochaines années. Donc ça, c'était un événement très important et qui devait réussir parce que tout le monde était en train de regarder comment ces nouvelles autorités allaient un peu prendre en main les choses et construire l'avenir du Sénégal. Donc ça, c'était un élément important. Deuxième chose très importante aussi, c'est que depuis quelques années, effectivement, on parle beaucoup de cette importance de la coopération sud-sud et comment les pays africains doivent accompagner la dynamique de développement du continent. Et on l'a vu il y a quelques mois, je dirais même il y a quelques semaines, avec la table ronde de financement du plan national de développement de la République centrafricaine qui s'est tenue à Casa. Il était important de montrer qu'on est positionné dans une dynamique de coopération sud-sud où chaque fois que les pays du continent présentent des projets de développement, qu'on ait une véritable implication des acteurs continentaux. Est-ce que vous l'avez senti là, à Dakar? Oui, là, clairement, c'était le cas, effectivement. Sur le continent, bon, bien sûr, on avait la présence marocaine qui était hautement appréciée, parce que c'est vrai qu'autour du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, nous avions également une importante délégation du secteur privé et donc de la CGM avec des acteurs assez importants du secteur privé marocain et surtout... Quel secteur en particulier? En fait, les secteurs importants pour le développement du Sénégal, à savoir l'énergie, l'agro-industrie, le BTP, le logement et certains secteurs sociaux. Donc ça, c'était également très important. Et on a vu aussi, on l'a vu, il y avait le Nigeria, Aliko Dangote avec quelques acteurs, on a vu, il y avait l'Afrique du Sud, bien sûr, avec aussi l'Arabie Saoudite comme pays invité à l'honneur. Oui. Donc il y avait une constellation, je dirais, d'acteurs du continent et de pays qu'on peut appeler du Global South qui étaient présents pour venir accompagner ce plan de développement et qui étaient invités par le Sénégal. Donc ça, c'est très important. Après, le Maroc reste un des acteurs importants de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Et la coopération avec le Sénégal, comme l'a si bien rappelé mon ami et frère Bachir, l'engagement avec le Sénégal est un engagement hautement stratégique et qui est une continuité dans le temps depuis de nombreuses années en mettant en place des mécanismes chaque fois plus élaborés pour justement accompagner l'évolution de cette dynamique. Et aujourd'hui, vu notre position en tant qu'acteur du secteur privé au Sénégal, il était essentiel d'être présent, de réaffirmer notre soutien à cette nouvelle stratégie de développement du Sénégal, en continuité du soutien que nous avons eu pour le plan Sénégal émergent, parce que ne l'oublions pas, les entreprises marocaines ont hautement accompagné ce dispositif. Et il était important aussi de montrer, parce que dans un contexte de raréfaction des financements, de montrer aussi la présence du secteur financier marocain à travers nos banques qui accompagnent aussi le développement du Sénégal à travers le financement
du secteur public et parapublic et du secteur privé. Donc tout cet ensemble faisait que la présence marocaine devait être de très haut niveau et a été hautement appréciée. Maintenant, bon, il y a du concret. Après l'identification d'un certain nombre de choses, il faut qu'on puisse avancer sur des choses plus concrètes. Bien sûr, je le rappelle encore une fois, nous sommes parmi les premiers investisseurs au Sénégal. Donc, il y a déjà du concret sur place, mais qu'on va renforcer pour s'inscrire justement dans cette nouvelle dynamique. Et n'oublions pas aussi que le Sénégal est partie prenante du grand projet de gazoduc atlantique. Donc, c'est un élément clé de ce gazoduc atlantique avec le Maroc, la Mauritanie et le Nigeria. N'oublions pas aussi que nous sommes dans beaucoup de discussions sur les engrais, sur l'industrie phosphatière, sur l'industrie agroalimentaire, avec des opérations récentes, notamment l'acquisition de Patisen, etc. Donc il y a une présence qui continue, mais qu'on a voulu renforcer et aussi magnifier lors de cet événement qui est devait être une vitrine pour le Sénégal, et il était essentiel que le Maroc soit présent et marque justement cet engagement et cette confiance dans ce partenariat stratégique entre le Sénégal et le Maroc. Alors, vous parlez de train de lancement, vous avez évoqué les industries. Alors, ça a été clairement exprimé par le chef de l'État sénégalais dans son discours adressé aux participants de cette deuxième édition du forum Invest in Sénégal. Le président Faye parle, Abdou Diop, de produire et transformer sur place. Et de mémoire, ce concept a été évoqué sur ce même plateau avec vous, où vous aviez parlé il y a quelques années de ce concept de co-industrialisation. Alors, au-delà du slogan de produire et transformer sur place, comment passer à une véritable chaîne de valeur de co-industrialisation africaine de manière globale et particulièrement sur l'exemple Maroc-Sénégal? Aujourd'hui, très clairement, de toute façon, tous les pays du continent ont pris conscience, un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, qu'il est essentiel de transformer et de créer de la valeur ajoutée localement. Maintenant, comment transformer et créer de la valeur ajoutée, c'est ce que j'appelais un peu les quick wins de l'industrialisation, qui sont les complémentarités de chaînes de valeur. La meilleure façon d'aller rapidement dans la transformation, c'est de s'arrimer à des chaînes de valeur mondiales ou des chaînes de valeur continentales. Aujourd'hui, ce qui nous a permis d'avancer vite dans l'automobile, c'est qu'on s'est inséré dans des chaînes de valeur mondiales. L'aéronautique, pareil. L'agroalimentaire, pareil. Et comment, justement, le Maroc, à travers ce qu'il a construit ces dernières années, peut aider la co-industrialisation du continent, c'est justement aller chercher des complémentarités de chaînes de valeur dans d'autres pays du continent africain. Aujourd'hui, très clairement, avec le Sénégal, nous avons énormément de complémentarité potentielle de chaînes de valeur. Ne l'oublions pas, le Sénégal a le phosphate et le gaz. Or, contrairement à ce qu'on a pu faire avec l'OCP, le Sénégal n'a pas encore fait sa mue phosphatière pour passer du phosphate à l'engrais. À l'engrais, oui. Aujourd'hui, les fertilisants... Où le gaz est nécessaire. Et avec les dernières découvertes de gaz, c'est tout bénef pour le Sénégal. Tout bénef. Donc, comment faire cette chaîne de valeur complémentaire entre le Maroc et le Sénégal sur l'engrais, en leverageant sur l'expertise marocaine et son ouverture sur les marchés mondiaux du fertilisant, il est essentiel qu'on puisse travailler dessus. Sur l'agroalimentaire aujourd'hui, la transformation des produits agroalimentaires est essentielle. D'ailleurs, dans les principaux projets qui sont présentés, il y a beaucoup d'agropoles parce que le Sénégal veut transformer. Nous avons l'expertise des zones industrielles et des agropoles. Nous avons l'expertise de la transformation et je discutais avec le ministre de l'Agriculture pour voir comment justement mixer cette Marocain ou sénégalais? Sénégalais. On ne sait jamais avec eux. Oui, c'est vrai, on ne sait jamais. Bon, à Dakar, parce que vous avez cette dualité parfaite, Abdou Diop, entre le Sénégal, votre côté sénégalais, votre côté marocain. Et le ministre de l'Agriculture, justement... Qui connaît bien le Maroc. Qui connaît bien le Maroc, parce qu'aujourd'hui, il s'inspire du modèle marocain. Il me dit très clairement,
Nous avons de l'eau, qui est votre problématique aujourd'hui. Comment faire pour y aller ensemble? Et donc, c'est des sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler, où nous pouvons apporter énormément de valeur et surtout co-développer sur place, co-industrialiser sur place, co-investir sur place. Et nous travaillons avec le patronat. Et il y a d'autres chaînes de valeur. Le textile, avec le coton du Sénégal, les minerais, parce que le Sénégal a beaucoup de minerais aussi intéressants, stratégiques, et où nous avons de l'expertise dans la transformation. Donc aujourd'hui, il est essentiel de pouvoir justement utiliser ces leviers pour pouvoir renforcer la valeur ajoutée que nous construisons sur le continent en nous arrivant à des chaînes de valeur mondiales. Et je pense que le développement de l'Afrique passera par cela. Les principaux leviers d'industrialisation commenceront par réussir à arrimer les différents pays qui disposent de matières premières et qui veulent les transformer pour pouvoir justement les connecter aux chaînes de valeur mondiales. Alors pour qu'elles soient connectées aux chaînes de valeur mondiales, il y a un prérequis, c'est l'électrification. Comment le gaz, les découvertes de gaz offshore, pour le cas bien sûr du Sénégal, vont peut-être aussi accélérer la cadence de l'industrialisation du pays? Aujourd'hui, très clairement, que ce soit le gaz to power, parce que c'est un sujet qui aujourd'hui est dans l'agenda de tout ce corridor atlantique, ou encore le mix énergétique avec le renouvelable, que ce soit l'éolien, le solaire, mais aussi l'hydro, est dans l'agenda. Et on a vu une très grande augmentation des capacités ces dernières années, et je pense que ça va continuer. Et le gazoduc va permettre d'y aller encore plus. Et là, très clairement, cette disponibilité énergétique va permettre non seulement de renforcer toute la partie chaîne de transport et logistique pour pouvoir justement alimenter aussi tous les corridors de transport et logistique, mais également permettre une disponibilité énergétique suffisante pour les industries. Et là, pour moi, il est vraiment essentiel que le Sénégal, en voyant ce qui a été fait au Maroc, travaille à la fois de manière régionale et continentale pour justement renforcer ces chaînes de valeur et pour pouvoir progressivement, sur beaucoup de sujets, s'arrimer aux chaînes de valeur mondiales. Et il faut que ces pays moteurs, donc le Maroc est essentiel pour le Sénégal, mais sur le continent, on a d'autres pays qui ont su développer une industrie, puissent tirer le reste du continent vers le haut. Et c'est comme ça qu'on va passer d'une formule initiale d'exportation à une formule de production locale, mais aussi, après la production locale, à une formule où les intrants transformés viennent du continent pour alimenter d'autres industries du continent et aller sur les marchés mondiaux. Et ça, c'est vraiment le rêve de développement africain auquel j'aspire parce que c'est le meilleur pour les populations. Et vous n'êtes pas le seul à parlant d'implémentation. Là, je vais me tourner vers Abdou Diop, qui est managing partner de Mazars, qui est un cabinet international d'audit et de conseil. Est-ce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, on remarque qu'il y a un déphasage entre les conseils et ce que demandent finalement les populations, notamment en Afrique, en ce qui concerne les réformes et leurs besoins, ce dont on parlait à l'instant, Abdou Diop? En fait, le sujet, ça rejoint tout ce que Bachir et M. Keïta viennent de dire, c'est qu'aujourd'hui, cette question de continuité est essentielle. Chaque phase a ses propres besoins et ses propres transformations qui sont nécessaires pour avancer. Il y a eu, quand on regarde l'histoire du Sénégal de ces dernières années, il y a eu le président Wade qui a fait un certain nombre de projets, qui s'est lancé dans une vision. Exact. Macky Sall est venu apporter une vision complémentaire, le plan Sénégal émergent, qui a construit sur les projets et qui était très poussé sur le développement des infrastructures. C'est cela. Et qui était très important à ce moment-là. Quand vous posez la question, quelles sont les grandes ruptures par rapport à avant? Donc, ce qui est particulier dans la construction des infrastructures, c'est que dans nos pays, souvent, lorsqu'on
lance dans des plans de construction d'infrastructures, on a une croissance qui est extravertie, assez exportée. Elle est lidée par le secteur public qui investit lourdement, sauf que tout ce qui est généré par cette croissance va à l'étranger, parce qu'on ne produit pas de machines, on produit pas on n'a pas la technologie, donc les grands projets d'infrastructure sont réalisés par des sociétés étrangères, financés par des bailleurs de fonds étrangers. Et finalement, qu'est-ce qui reste dans le pays? Un peu d'argent du projet qui est destiné à financer de la main-d'œuvre. Donc cette croissance exportée, naturellement, permet d'avoir des infrastructures, mais n'améliore pas le quotidien en termes de niveau de vie et pouvoir d'achat des populations. Exact. Bien-être aussi. Et bien-être. Maintenant, une fois qu'on a mis en place les infrastructures, il est important de passer à l'autre étape, qui est de voir comment générer des emplois durables, verser des revenus et permettre à tous ces individus de pouvoir en vivre. Et c'est là où le plan 2050 vient en proposant une transformation industrielle locale qui permet de renforcer la valeur ajoutée, donc de distribuer plus de revenus localement, prévoir aussi de créer plus d'emplois. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que managing partner d'un cabinet de conseil international, que cela correspond aux besoins? Ça correspond clairement aux besoins. Quand on dit on investit dans la transformation locale, augmentation de valeur ajoutée, quand on dit aussi qu'on met du local content pour permettre au secteur privé local de se développer, quand on dit on passe, parce qu'aujourd'hui dans le plan Sénégal 2050, on veut passer d'une situation un peu similaire au Maroc où l'État fait l'essentiel des investissements les années précédentes vers une situation où aujourd'hui la nouvelle charte d'investissement au Maroc veut pousser à ce que 2 tiers soient faits par le privé et 1 tiers par le public. Au Sénégal, on parle de 70%. Il y a une volonté justement d'avoir du secteur privé qui puisse investir, qui puisse permettre de générer des ressources à développer sur place. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, le grand enjeu, quand vous parlez d'implémentation, ça rejoint ce que disait Bachir. C'est qu'il y a un problème d'implémentation ou là il y a un problème d'orientation pour l'implémentation qui est généralement conseillé par des cabinets? Il y a un problème surtout d'implémentation. Souvent, on le voit, dans beaucoup de pays africains, il y a de très beaux plans de développement, de très bons plans stratégiques, mais il faut qu'il y ait une cohérence et une convergence des politiques publiques pour pouvoir avoir une mise en œuvre réelle. Donc quand je dis cohérence, convergence des politiques publiques, il faut que les politiques publiques en place permettent tous d'aller vers le même objectif et surtout qu'on ait les individus à même de les réaliser. Et souvent dans la sphère publique, c'est là où le bas baisse. Parce que les cabinets peuvent accompagner pour faire le design, mais après au quotidien, on a des acteurs publics qui sont en train d'implémenter. C'est le capital humain, ouais. Et c'est là où le capital humain est essentiel. Et c'est là où je rejoins beaucoup ce que disait Bachir. Quand on compare comment, au Maroc, sur toute la chaîne de valeur, on a quand même des compétences d'un certain niveau qui permettent d'implémenter des politiques publiques, même si on veut que ça aille plus vite, mais on avance sur beaucoup de sujets. On a réalisé de très belles choses. Aujourd'hui, au Sénégal, il faut qu'on capitalise pour aller chercher les ressources humaines là où elles sont et qu'on passe d'un mode de fonctionnement où le secteur public était vraiment le réceptacle de toute la rétribution de victoires politiques et de clans politiques vers un secteur public qui est le réceptacle de compétences réelles où on peut avancer. Aujourd'hui, les gens sont surpris quand je dis qu'au Maroc, là où il y a le plus de polytechniciens, ce n'est pas dans le secteur privé, mais c'est plus entre le ministère de l'Intérieur et d'autres ministères. Exact. Là où il y a le plus de pontistes, c'est au ministère de l'Équipement et des Transports et à l'intérieur. Les gens sont surpris, mais c'est la réalité. Et au ministère des Finances. Parce qu'on a doté le secteur public des gens. Et parce que c'est essentiel. C'est eux qui mettent en place les politiques publiques. C'est eux qui implémentent. Et c'est là où il est important que les autorités actuelles intègrent cette dimension. Pour dire, il ne s'agit pas uniquement d'avoir des vœux, de dessiner de bons plans. Il faut mettre les bonnes personnes à la bonne place. Et je vais finir sur la question de souveraineté pour rejoindre ce que
disait Bachir, et il était important parce que le message se transforme pour dire souveraineté ne veut pas dire ne pas accepter l'investissement direct étranger. Ou isolement, enfin. Aujourd'hui, Entre guillemets. le Maroc a une souveraineté industrielle réelle sur différents secteurs, mais on l'a construite grâce à la technologie venant du secteur. Si on n'avait pas attiré Renault, on n'aurait pas ce qu'on a réussi dans l'automobile. Si on n'avait pas au début attiré Safran et Boeing, on n'aurait pas ce qu'on a développé dans le secteur de l'industrie aéronautique. Si il y a une trentaine d'années, on n'avait pas attiré les grands acteurs de l'industrie pharmaceutique mondiale, on ne serait pas aujourd'hui en train d'investir dans la pharmacie au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, par des pharmaceutiques marocains. Donc là, il est essentiel, et je l'ai senti dans le discours du président Bassirou Diomaye Faye, qu'il y a eu une bonne évolution dans sa notion de souveraineté, parce qu'il l'a une évolution depuis répété. c'est en élection à maintenant. Enfin, Oui, depuis, en tout cas, le message 2024. qui était porté à l'époque où ils étaient dans l'opposition, et comment aujourd'hui ils parlent de la souveraineté, où ils insistent pour dire souveraineté ne veut pas dire qu'on refuse l'investissement direct étranger, mais il faut que les pays soient assez préparés pour que, d'abord, l'investissement se fasse dans ce qu'ils veulent, eux, développer. Exact. Pas qu'on nous impose des investissements dans des secteurs qui ne sont pas nos priorités. Et deuxièmement, que l'État puisse accompagner cela pour savoir ce qu'on veut. Quand on a attiré Renault, on savait exactement où on voulait aller. Donc on leur a proposé quelque chose avec des conditions. Et on y est aujourd'hui. Donc c'est ça, en fait, tout le travail qui est essentiel pour pouvoir transformer tout cela et l'implémenter. Mais sans ressources humaines, ce n'est pas possible.